Alors c'est Valeurs Actuelles, donc le journal euh, d'extrême droite française, on va dire, qui porte aussi la chaîne YouTube VA+, qui titre «La haine imbécile anti-milliardaire. Il crée de l'emploi, paye des impôts colossaux, mais la gauche veut les tondre», avec la tête de Bernard Arnault. On est en pleine réforme des retraites. Le truc que met en avant l'extrême droite, c'est que les Français n'aiment pas les milliardaires. C'est quand même incroyable, hein. Donc, il y a quelques articles là-dedans. Il y a quelques articles. On va pouvoir s'en lire un ou deux. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Bon, je les ai déjà lus avant, enfin, je les ai lus hier ou avant-hier, pour pas vous sélectionner des articles chiants, justement. Alors, d'ailleurs, vous avez remarqué que les pubs, euh, les pubs dans Valeurs Actuelles, c'est des voyages en Algérie. C'est des voyages au Maroc. Je sais pas qui a fait les pubs, putain. Qui veut la peau des milliardaires? Alors celui-là, il est assez bien. Donc c'est par un mec qui s'appelle Tugdal Denis. J'avais regardé qui c'était, ça m'avait pas particulièrement marqué. C'est en gros le co-directeur de publication, un truc du genre de Valeurs Actuelles, qui a écrit des livres sur Édouard Philippe, sur Fillon, ça a pas l'air d'être très intéressant. Bon. Qui veut la peau des milliardaires? Au pays de la mauvaise foi, ceux qui ont fait fortune se voient désignés à la vindicte politique par la gauche. Il ne s'agit plus de lutte des classes, mais de l'idéologie trop commode du bouc émissaire. J'adore parce que les droitards, à chaque fois, ils mettent en avant oui, la gauche a abandonné la lutte des classes. Mec, t'es en train de défendre les milliardaires, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi déjà. Les mauvaises révolutions se distinguent sans peine. Elles dégagent un fumet de rancœur quand les nobles combats se mènent avec le parfum du panache. Le débat public, pauvre autant que polarisé, s'est trouvé ces derniers mois une inquiétude facile en tapant à mots raccourcis sur les ultra-riches. Ces gens sont dans leur rôle, les excuserait presque un grand milliardaire français auprès de Valeurs Actuelles. Par Jean, il faut notamment entendre les triples saillies menées dernièrement par Jean-Luc Mélenchon et son commissaire politique, Manuel Bompard, et la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. C'est vrai que Marine Tondelier, elle avait dit que, en gros, un monde sans milliardaires, eh ben, ce serait pas plus mal, quoi, que elle voulait ça, quoi. Ce qui est une avancée, hein, parce que Europe Écologie Les Verts, c'est plutôt un parti libéral de base. Je sais pas ce qui pousse l'extrême droite à défendre Bernard Arnault comme si c'était leur daronne, mais bon, c'est assez marrant. Enfin, si, je sais ce qui pousse, hein, c'est la même classe. Le 28 janvier dernier, l'ancien candidat à l'élection présidentielle était présent à Villiers-le-Bel pour accompagner le député de la France Insoumise, Carlos Martens Bilongo, qui présentait ses vœux dans sa circonscription. Sans coup de semence, le voilà qui charge Bernard Arnault. Nous avons dans notre pays la pire des offenses, le premier milliardaire du monde. Oui, les riches sont responsables du malheur des pauvres. Accumuler de l'argent est immoral, puisque ce qui est accumulé, c'est ce qu'on a pris aux autres. Ouais, ça me choque pas, hein. Moi je dis baser le vieux. Euh, Eux, ça a l'air de les choquer. On passera sur l'attaque personnelle qui se disqualifie toute seule. Il semble en revanche que Jean-Luc Mélenchon confonde la France avec une dictature exotique, où les fortunes se font par captation de l'argent public, donc celui du peuple. Ici, on ne prend pas aux autres. L'état idéologique des mecs. C'est-à-dire que ce gars-là pense que la fortune de Bernard Arnault n'est pas prise au peuple, parce que c'est pas de la fortune publique. Alors déjà, bon, dans le néo-capitalisme actuel, on sait bien à quel point il y a une connivence entre la haute bourgeoisie et l'État, c'est-à-dire que la haute bourgeoisie délègue en général les actions qui sont les plus coûteuses à l'État, elles font payer en fait à toute la population, et par contre après ils récoltent les frais. Mais en plus de ça, évidemment que la fortune de Bernard Arnault, au final, elle vient des travailleurs qui travaillent chez LVMH, enfin dans toutes ces firmes, et donc elle est prise au peuple, parce que c'est le peuple qui travaille. Alors, 2 jours plus tôt, c'est Manuel Bompard, inénarrable porte-flingue mélanchoniste qui récitait sur BFM TV son catéchisme néo-marxiste. Putain, les mecs, ils ont peur de Manuel Bompard, quoi. Être milliardaire aujourd'hui en France, c'est immoral. Le puritanisme a changé de camp, nous le savions. Bah, être milliardaire en France aujourd'hui, avec la crise, avec la réforme des retraites, bah moralement, oui, c'est sûr que c'est pas top. Il s'accompagne désormais d'une impudence totale. Par 2 fois, Marine Tondelier, lors d'un meeting tenu à Paris le 18 janvier et d'une émission diffusée sur France 5 le 23 janvier, va dérouler un argumentaire d'une virulence qui ne serait jamais tolérée dans la bouche d'un responsable venu de la droite. Encore une fois, ouin ouin, la gauche, ils disent des choses trop dures, alors que la droite, on n'a rien le droit de dire. Bon, ok. À la fois complotiste. Les ultra-riches sont en train de se construire des bunkers où l'air est purifié, donc s'il y a un problème de qualité de l'air, ils ne seront pas concernés. En quoi c'est complotiste, ça? Évidemment que les ultra-riches, ils se fabriquent des trucs avec de l'air conditionné, c'est pas nouveau. Et robespierriste. Nous voulons une France sans milliardaires. Ceux qui ont besoin de plus d'un milliard ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, mais des égoïstes. À quoi sert un milliardaire? En vrai, Europe Écologie Les Verts qui dit ça fait plaisir. Comme quoi, peut-être que, en réponse à ceux qui disent que la droite et la gauche ça n'existe pas, bah c'est en train de renaître en fait. La droite et la gauche, ces mecs-là, ils ont 5-10 ans de retard.
Ceux qui profèrent pareille énormité en sont sûrement persuadés, la polémique qu'ils déclenchent leur donne raison. Ils appuient sur un point sensible du corps social français, il y a dans ces propos de la flatterie de nos bas instincts, en l'occurrence celui de la jalousie française de la réussite. Putain, il y a tout est... Les mecs, ils sont turbo-fragiles, quoi. La fameuse jalousie française de la réussite. En fait, c'est des américanoïdes, ces mecs-là. Ils ont envie qu'on vive comme aux États-Unis. Ils ont envie d'avoir un type ultra-libéral et réactionnaire au pouvoir. Sauf que non, la France, les cocos, c'est pas ça. Il y a surtout un nivellement du débat politique par le bas et l'outrance. Les approximations de l'écologiste ont suscité les commentaires politiques. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, répondant ainsi que certaines personnes très fortunées ont créé des entreprises et des dizaines de milliers d'emplois. Et sont plus utiles que les effets d'estrade de Madame Tondelier. Alors, on crée des entreprises et des dizaines de milliers d'emplois. Moi, je rappelle que la fortune de Bernard Arnault, c'est une fortune qui a été fondée en rachetant en gros un groupe qui était en train de faire faillite, qui contenait Dior et qui contenait plein d'autres manufactures, que Bernard Arnault, il avait promis de garder toutes les manufactures et puis tous les salariés. Et en fait, il a racheté, il a viré tout le monde en gardant juste Dior, qui était le seul truc qui coûtait de l'argent et qui avait une petite valeur, quoi. Et il a foutu tout le monde dehors. Donc comment ça s'appelle, les milliers d'emplois de Bernard Arnault ou les milliers d'emplois même d'Elon Musk, on l'a bien vu, quand il est arrivé à Twitter, il a viré tout le monde. C'est pas parce qu'ils emploient des milliers de personnes qu'ils créent des milliers d'emplois. Ces emplois-là, ils existeraient quand même s'ils n'étaient pas là et l'entreprise était nationalisée. On leur opposera également les nombreux articles documentés et étayés publiés sur le site de l'Institut de recherche économique et fiscale. Dans notre pays, le système fiscal progressif contribue à une forte redistribution qui fait diminuer les inégalités. Les 5% des Français les plus aisés contribuent à la hauteur de 30% de leurs revenus. 2/3 des ménages bénéficient des impôts du premier tiers. Après la redistribution, les transferts sociaux, l'écart de revenus entre les 10% les plus riches et 10% les plus pauvres est divisé par 4. Ces mecs-là, bon, c'est des retardés un peu originels, mais voilà, ils nous expliquent en gros, il n'y a pas assez d'écart de salaire et d'argent en France. Bon, je rappelle aussi, j'ai pas le chiffre exact, mais que milliardaire, c'est en gros le taux d'imposition réel des ultra riches en France est de seulement 2%. C'est sorti il y a pas longtemps, là, 20 janvier. C'est particulièrement extrême en France, où si on regarde les 370 ménages avec les revenus les plus élevés, leur taux effectif d'imposition sur leurs revenus, quand on prend en compte tous les revenus économiques, est de l'ordre de 2%. Donc là, en fait, ce que fait Valeurs Actuelles, c'est qu'elle dilue ça dans les 5% des Français les plus aisés. Sauf que dans les 5% des Français les plus aisés, vous allez avoir des mecs qui gagnent beaucoup, mais qui gagnent genre 7-8 000 euros. Eux, ils payent pas mal d'impôts. Mais le gars qui gagne, je sais pas, des milliards et des milliards, lui, il paye pas beaucoup d'impôts, en fait, par rapport à ce qu'il gagne. De même, le think tank cite une récente étude publiée dans The Economics Journal qui montre que ce n'est pas les hausses d'impôts massives qui font baisser la fortune des plus riches et reculer les inégalités, mais les crises économiques. Aidés par une ONG comme Oxfam, dirigée en France par Cécile Duflot, les anti-riches amalgament le capital des entreprises et le patrimoine de leurs fondateurs ou dirigeants pour mieux faire croire à un indécent gavage. Non mais les mecs, on a très bien compris que quand même il y avait du gavage, quoi. Au bout d'un moment, Elon Musk, on nous dit oui, en fait c'est des actions. Ok, c'est des actions, mais quand il les vend, ces actions, il peut pas tout vendre d'un coup parce que sinon ça ferait tout chuter. Mais il peut en vendre quand même pas mal. Il a réussi à acheter Twitter, je crois, c'était quoi, 44 milliards, un truc comme ça. Le mec peut sortir 44 milliards. Donc on n'est pas nous faire croire que le gars se gaffe pas. Enfin, le mec, il est pas riche comme quelqu'un en France qui fait fortune en exploitant personne, quoi. Hein. Des discours calibrés pour les réseaux sociaux et la meute. Outre le fait que ces fortunes professionnelles sont volatiles, il suffit de regarder comment l'américain Elon Musk varie dans les classements pour s'en convaincre. Non mais elles sont volatiles les mecs, elles sont volatiles entre 60 milliards et 250 milliards, elles sont pas volatiles entre le mec a 3000 balles sur son compte et d'un coup il a 160 milliards, c'est quand même énorme ce qu'il peut avoir même quand les actions sont basses, quoi. Elles sont très majoritairement le fait de véritables entrepreneurs et non seulement d'héritiers. Il suffit de regarder le classement annuel établi par le magazine Forbes. Le constat fait par Oxfam et les solutions fiscales avancées sont biaisées, soupire une grande fortune qui accepte de s'exprimer off the record. Non mais les mecs, évidemment si tu demandes à Bernard Arnault ce qu'il pense de la taxation en France, il va te dire qu'il est trop taxé. Quand vous augmentez les impôts sur les très riches, vous créez des effets d'aubaine. Si on a 1 milliard d'euros de disponibles sur une société, on garde les dividendes, les banques vous font des prêts et ça vous coûte moins cher. Par ailleurs, on raisonne en stock et pas en flux. Une fois qu'on aura confisqué et redistribué le capital des milliardaires, ce sera game over. Bah oui, il n'y a pas d'alternative. C'est toujours ça le raisonnement des trois tards, c'est ok, c'est injuste, mais il n'y a pas d'alternative. Soyez des esclaves, c'est le seul moyen. Si vous n'étiez pas des esclaves, ce serait encore pire.
Plutôt que d'échafauder des discours construits sur la lutte des classes, la gauche d'aujourd'hui simplifie, caricature et livre un produit politique binaire. Mec, mais d'où tu dis que la gauche devrait parler de lutte des classes? Qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Toi, t'es en train de nier. Justement, la lutte des classes, c'est parler de ça. C'est rappeler ce que fait Ruffin, d'ailleurs, très bien. C'est rappeler que Bernard Arnault se gave. C'est rappeler que Drahi, que Bolloré se gave. C'est pas une simplification. C'est qu'en fait, c'est des exemples concrets. On comprend mieux avec des exemples concrets qu'avec des pourcentages, quoi. Calibré pour les réseaux sociaux et pour stimuler la meute du consensus. Quand en 1910, Jean Jaurès écrit l'Armée nouvelle, il attaque le haut de l'échelle avec un argument plus élaboré mais au fond plus déstabilisant. Parce qu'il n'a pas récolté sans peine, le milliardaire s'imagine qu'il a semé. Voilà déjà un sujet de dissertation plus fécond. Quel enfer, quel enfer. Tu sais, il y a toujours une citation de Jean Jaurès, mais Jean Jaurès, il t'aurait chié dessus. Hein. Je suis désolé, mais comment il s'appelle? Tugdual Denis. D'ailleurs, Tugdual, hein, je suis pas sûr que ce soit dans le calendrier. À moins que ce soit son nom de famille. Regardez. Tugdual. Ah, c'est un prénom breton, donc en fait, je trouve qu'il veut faire sécession et que ce n'est pas dans le calendrier catholique. Tugdual doit changer de prénom, il doit s'appeler Corinne ou Corin. Corin en français, c'est mieux en masculin. Les mecs contrôlent réellement le monde, les pauvres sont désignés comme responsables, mais c'est exactement ça. Enfin, les mecs, les pauvres disent, regardez Bernard Arnault, il se gaffe pendant que les salaires baissent, qu'il y a de l'inflation, le mec il fait x2 sur sa fortune en spéculant sur je sais pas quoi, et puis les mecs sont là, ouais mais arrêtez avec l'égalitarisme, la France est jalouse, c'est de la réussite insupportable quoi. LVMH, Arnault a littéralement fait sa fortune en rachetant à 1 euro symbolique, mais oui, mais c'est insupportable quoi. L'article qui coche toutes les cases, mais l'article c'est un enfer, mais le pire, c'est que ce soit pendant la réforme des retraites, quoi. Les gars, ils ont aucune honte. Et le pire, c'est que le gars nous dit oui, la gauche ne parle plus de lutte des classes. Mais tu parles de lutte des classes, toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut pas faire un jeu à boire avec des répliques de droit avec cet article. Mais en plus de ça, en France, on sait qu'il y a 80% des milliardaires qui ont hérité. Donc la fortune, bon, elle est pas si méritée que ça. Hein. Manque le token pseudo-philosophique nietzschéoïde avec la morale d'esclave et ressentiment. C'est vrai que ce serait pas con. C'est insupportable, on dirait du El Ryan. Mais justement, c'est pour ça que je dis l'extrême droite, mais les droitardés, c'est la même. Est-ce que vous avez vu ces mecs-là dénoncer la réforme des retraites? Pas moi, hein. Bon, on continue. Donc, Olivier Babot, là, ce type insupportable. Nous sommes aveuglés par l'égalitarisme. L'économiste Olivier Babot siffle la fin de la récréation démagogique en rappelant le lien entre réussite personnelle et prospérité collective. Il alerte également sur la radicalisation de l'extrême gauche qui, dans ses attaques, a franchi un pas. Ils ont peur, hein? La France doit-elle aimer ses milliardaires? En tout cas, elle ne devrait pas les haïr, répond Olivier Babot. Les personnes désignées à la vindicte populaire ont en réalité la plus grande partie de leur fortune investie dans le capital productif. Elles génèrent en abondance des emplois, des rentrées fiscales et sociales, des exportations déjà trop rares. Et dans quel marasme intellectuel pataugeons-nous pour que nous voulions tuer de tels créateurs de valeur pour la société? Non mais déjà, dans ce premier paragraphe, il y a tout. Premièrement, rappelons que le fait d'être propriétaire d'un moyen de production, ça ne veut pas dire qu'on crée de la valeur. Les créateurs de la valeur, c'est ceux qui utilisent le moyen de production pour produire. Donc c'est pas les propriétaires du moyen de production, c'est les travailleurs. Les rentrées fiscales et sociales, on vient de voir que le taux d'imposition réel des 370 ménages avec les plus hauts revenus, c'était 2%. Donc bon, le taux d'imposition, il n'est pas incroyable. Ensuite, il génère en abondance des emplois, on en a déjà parlé, mais les emplois créés quand des mecs arrivent et délocalisent en masse et font tout en fait pour faire un emploi par un mec en burn-out plutôt que par 2 personnes bien fait, en fait ils détruisent des emplois. Au moment où tout le monde ne parle que de la nécessité de réindustrialiser, on devrait au contraire souhaiter que les fortunes soient infiniment plus nombreuses, que les entreprises se multiplient et prospèrent. Rappelons que notre PIB par tête était supérieur aux États-Unis dans les années 80. Aujourd'hui, il ne représente que 63%. C'est notre drame, aveuglé par un égalitarisme qui nous conduit déjà à haïr la liberté. Nous voulons même pas voir l'implacable trajectoire du déclin sur laquelle nous sommes lancés depuis 40 ans. L'égalitarisme qui nous conduit déjà à haïr la liberté. En fait, c'est vraiment la vision de l'égalité formelle et de la liberté formelle, quoi. Pour lui, la liberté, c'est avoir le droit d'exploiter qui on veut, sans avoir de loi, sans avoir de code du travail, des trucs comme ça. En fait, c'est un peu la loi du plus fort et puis le darwinisme social, la liberté chez lui. C'est pas la liberté, par exemple, que quelqu'un, il ait le droit de pas bosser comme un chien, de pas bosser jusqu'à 64 ans en étant blessé, de pas profiter de ses petits-enfants. Ça, il n'y a pas de liberté pour ça. Comment les principaux concernés doivent-ils se défendre? Ils préfèrent, et on le comprend, la discrétion et souvent le silence.
Dans bien des cas, ils désertent tout simplement en allant sous des cieux plus cléments. Ils n'y perdent pas grand-chose, mais nous si. Sans doute faudrait-il qu'on explique plus clairement aux Français quelques éléments simples du fonctionnement économique. Ils verraient que ce ne sont pas chez nous les riches qui empêchent les pauvres de cesser de l'être. Là, il prend vraiment les Français pour des cons, en plus il y a vraiment un côté hautain là. Qu'on explique plus clairement aux Français quelques éléments simples du fonctionnement économique. Oui, les Français n'ont rien compris. Les Français n'ont pas compris que quand on augmentait l'âge de la retraite, ils allaient bosser 2 ans de plus et qu'ils faisaient prendre pour des cons, hein. Bien sûr. Et puis le côté... ils désertent tout simplement en allant sous des cieux plus cléments. Oui, c'est des connards s'ils désertent, et en plus de ça, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que justement, Macron a libéralisé comme un ouf. Comme il a libéralisé comme un ouf, les gens n'ont aucun intérêt à quitter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bernard Arnault est français. Il faut se poser la question quand même. Quand on est dans un pays qui a le mec le plus milliardaire au monde, on peut pas dénoncer une dictature communiste, c'est soit l'un soit l'autre. Enfin bref. Cette chasse aux milliardaires, de quoi est-elle le nom? Les riches sont les surprenants boucs émissaires de notre incapacité à lutter contre la pauvreté. Il voit pas de rapport entre le fait que des mecs aient trop d'argent et d'autres pas assez, hein. Pour des partis qui n'ont jamais su multiplier les richesses, il est bien plus commode de prétendre par une folle inversion que la richesse est la cause de la pauvreté. Par une folle inversion que la richesse est la cause de la pauvreté. Bah oui, la richesse des uns, en fait, c'est de l'argent enlevé aux autres, hein, c'est pas compliqué. Ces partis ont d'ailleurs, en matière de destruction de richesses, une expertise historique maintes fois prouvée. Lorsque la réalité est trop compliquée ou que la vérité ne fait pas plaisir, comme dans le cas du déséquilibre du régime des retraites, alors la vérité dans le cadre du déséquilibre du régime des retraites, on sait que c'est faux, hein. Ça j'imagine que vous le connaissez, hein. Vous avez déjà vu des vidéos de debunk là-dessus, mais c'est absolument faux. Il est plus aisé de répondre par d'illusoires solutions à l'emporte-pièce. Les riches paieront, une formule d'estrade d'autant plus appréciée de nos battleurs de foire qu'elle dispense de se confronter au réel. Inutile de réfléchir aux arbitrages complexes à faire entre générations, à la diminution des dépenses, aux efforts à faire, quand la solution universelle à toutes nos dépenses se trouve dans la spoliation d'une poignée de gens. Oui, en fait, si on pouvait spoiler une poignée de gens et avoir pas 300 000 SDF en France et puis avoir des retraites correctes sans bosser jusqu'à la mort, oui, ce serait peut-être pas plus mal en fait. Peut-on parler d'une remise en cause depuis bien longtemps de l'économie de marché ? Hélas, pas si inédite que ça. Donc les mecs, ils regrettent la remise en cause de l'économie de marché. L'économie de marché, d'après elle, elle est attaquée actuellement, hein. Moi, je pense qu'on est encore dans un système capitaliste avec une économie de marché néolibérale, mondialisée. Bon, pour eux, ça a l'air d'être plus compliqué que ça. Cette opposition au marché, qui est fondamentalement une opposition à l'individualisme des Lumières, fondée sur le principe de liberté, est présente depuis longtemps. Ça, c'est en partie vrai, en partie faux. Il y a des individualistes des Lumières qui sont des bourgeois vraiment pour la liberté de marché, c'est vrai. Après... la continuation des Lumières, c'est aussi Hegel, c'est aussi Marx, c'est aussi le mouvement socialiste, le rationalisme socialiste. Donc la continuation des Lumières est contre l'économie de marché. Et même quand on voit des gens comme Robespierre ou comme Rousseau qui sont issus des Lumières, ils ne sont pas forcément pour l'économie de marché. Bref, elle nie en particulier les incroyables bénéfices globaux en termes de développement humain de la mondialisation libérale, fondée sur le marché. Les régimes collectivistes prétendant abolir le marché ont en revanche, tous sans exception, conduit au charnier et à la misère. Alors on va regarder un truc, ça s'appelle espérance de vie. Cuba. Espérance de vie Cuba, 79,5. Espérance de vie USA. 76,4. Tout ça pour vous dire que son discours, il a pas l'air d'être si clair que ça, hein. C'est pas... Cuba, il y a le plus grand pays au monde qui leur met un embargo depuis 60 ans. Pourtant, c'est pas la misère et le charnier. Et puis quand il parle des libertés en termes de développement humain, de la mondialisation libérale, en réalité, il y a un développement technologique, une révolution industrielle qui a eu à la fois en URSS et à la fois dans les pays occidentaux plus tôt qu'en URSS. Et le développement technologique, évidemment, ça permet de mieux vivre. En URSS, on est passé de 20% de vaccinés à 100%, on est passé d'une espérance de vie, je crois, de environ 35 ans à 70 ans, plein de choses comme ça, qui vont évidemment avec les médicaments, qui vont évidemment avec l'alphabétisation, avec la mécanisation aussi de certaines tâches, la santé pour tous, et tout, enfin, plein de choses comme ça. Mais tout ça, ça dépend pas forcément que du régime, en fait, qu'il soit socialiste ou communiste, ça dépend du niveau de développement technique aussi, tout simplement. Aujourd'hui, la mondialisation libérale, c'est ce qu'empêche de donner des aliments à 10 millions, je crois, de personnes qui meurent par an de faim, alors qu'on les a largement. Mais ces choses ne sont même pas sues par une opinion biberonnée à la vénération de l'État. Donc il prend vraiment pour les Français pour des cons. Les Fouquier-Tinville de plateau, télé, prospèrent sur l'inculture économique des Français. Oui, les Français sont vraiment des débiles, hein, bien sûr. Nous considérons l'économie comme un jeu à somme nulle,
et non comme un arbre qui croît. C'est pourquoi nous pensons que le gain de l'un est nécessairement la perte de l'autre. Mais si c'était le cas, nous taillerons encore des silex dans des cavernes. La mondialisation qui a engendré l'explosion des échanges, donc des fortunes, porte-t-elle néanmoins une part de responsabilité dans cette atmosphère délétère? Les fortunes sont plus grandes parce que les marchés le sont. Elles sont donc plus spectaculaires. La mondialisation a aussi provoqué à la fin des années 80 un trou d'air économique pour une partie des classes moyennes des pays développés à mesure que les économies émergentes se transforment. La concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre a été authentiquement douloureuse. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que beaucoup de gens considèrent encore cette période comme une régression, même si en réalité, au niveau global, elle a été un puissant développement réduisant considérablement les écarts entre les populations. Pour une partie de la gauche, s'agit-il, selon vous, d'une radicalité de façade ou est-elle profonde? Jusque-là, la gauche considérait le patron comme l'ennemi héréditaire. Bon, le patron, je trouve que c'est un mauvais terme quand on oppose patron et employé. C'est pas vraiment ça le terme, parce que entre un patron boulanger et un gars qui est employé comme étant PDG de Total, le PDG de Total, il est plus bourgeois en réalité, il est plus de la classe dominante que le boulanger. Je crois qu'un pas a été néanmoins franchi par Jean-Luc Mélenchon quand il a employé le terme incroyablement lourd de parasite. Un parasite, ça s'élimine. On connaît l'histoire lourde de ce terme et de ce qu'il a préparé. L'extrême gauche se radicalise à mesure qu'elle perd pied dans les sondages. Ces excès sont inquiétants. Alors le parasite, en fait, c'est quelqu'un qui vit aux dépens d'autrui. Et c'est typiquement la classe bourgeoise qui est parasitaire. La classe bourgeoise, c'est une classe qui, par la propriété qu'elle a des moyens de production lucratifs, par exemple des usines, par exemple d'autres choses, et grâce à ça, elle peut employer des gens pour faire un travail et les rémunérer plus bas que leur travail. Évidemment plus bas que leur travail, parce que si elle les rémunérait à hauteur de leur travail, elle n'aurait aucun intérêt à les rémunérer. Elle les rémunère plus bas que leur travail et elle extorque ce qu'on appelle la plus-value. Et cette plus-value, en fait, c'est le signe d'un parasitisme. C'est-à-dire que grâce au capital et puis aux moyens de production que possède par exemple un milliardaire qu'il a hérité de son père, il peut ne rien faire de sa vie et vivre en parasite sur le dos de ceux qui travaillent. Donc c'est vraiment un état de parasitisme en fait, la bourgeoisie. Finalement, que paie-t-on? Un rapport culpabilisant à l'argent, contrairement aux anglo-saxons. C'est des américanoïdes ces types-là. Il y a chez nous un fonds culturel catholique qui entretient un rapport de grande méfiance à l'argent. À la limite, on préfère en secret l'héritier au nouveau riche, coupable de trahir sa classe en plus d'être fortuné. On est loin de la relation très décomplexée des protestants à l'argent et de l'attachement plus fondamental à la réussite sociale comme signe d'élection divine, comme l'avait montré Max Weber. Il y a aussi chez nous une forme d'envie reposant sur l'idée que la réussite n'étant en réalité due qu'au hasard et jamais à l'effort, elle n'est jamais vraiment légitime. Bon alors le chat il dit quoi? Plus les mecs font des délocalisations, plus ils s'enrichissent. Comment peut-on relocaliser si on est dans une logique libérale d'enrichissement des plus riches? Évidemment. Si les gens délocalisent et si en fait la droite a été au pouvoir quasiment toute la 5ème République. Parce que la droite était au pouvoir, il y a eu De Gaulle, Giscard, Pompidou, il y a eu Chirac, Sarkozy. Après, de gauche, il y a eu Mitterrand. Encore Mitterrand, à partir de 83, devient libéral, mais bon, on va dire qu'il est de gauche. Il y a eu Hollande. Hollande, il a mené une politique en fait plutôt de centre libéral. Et puis il y a eu Macron, quoi. Donc en gros, ceux qui ont délocalisé, ceux qui sont dans la logique en fait que prônent Valeurs Actuelles, c'est ceux qui nous mènent droit dans le mur. Donc je vois pas pourquoi les mecs sont là, arrivés à dire oui, la France a un état trop fort, c'est un pays de gauchistes, et puis on laisse pas assez faire les milliardaires. Marrant que l'extrême gauche qui se targue d'être anti-système, l'extrême droite qui se targue d'être anti-système se révèle être des serpillères capitalistes quand on leur parle d'autre chose que d'identité nationale. Mais c'est exactement ça. D'ailleurs, ce que je viens de dire là sur le libéralisme, c'est vrai aussi. Quand ils parlent d'identité nationale et d'immigration, le plus drôle, c'est que c'est eux qui ont mis en place l'immigration pour libéraliser le marché. Parce que c'est pas Hollande, c'est pas sous Hollande que commence l'immigration et c'est pas sous Mitterrand non plus. C'est des mecs qui prennent la plus grosse part du gâteau mais qui refusent de partager, c'est exactement ça. Les gars, ils prennent la part du gâteau pendant le Covid, ils font x2 et puis après, quand on vient leur parler de justice fiscale, ils sont là à pleurnicher. Ah, vous êtes des staliniens et il y a soit les goulags, soit des milliardaires à outrance. En gros, c'est ça leur idée, quoi. Mais c'est vraiment le truc de il n'y a pas d'alternative. La pensée de droite, elle repose beaucoup sur ça. Il y a un système qui est le système naturel. On ne peut pas faire autrement parce que quand on entre dans des phases de décadence, quand on change le système naturel, ça amène à la crise. Et donc du coup, il faut revenir au système naturel parce qu'il n'y a pas d'alternative. En fait, c'est des gens qui, comme avis politique, ont l'envie qu'il n'y ait pas de politique. C'est des gens qui fondamentalement détestent la politique. Pour eux, la politique, ça va à l'encontre
de la nature. Et la nature, c'est quoi? C'est le marché, la liberté de tout, et en gros, le darwinisme social. La liberté du plus fort de manger le plus faible.